Les 9 coups de l'horloge monumentale du manoir du Bois résonnèrent, chaque carillon se répercutant dans les couloirs vides, comme un rappel cruel de la solitude qui consumait Henri. Il contemplait la cheminée crépitante, un verre de vieux cognac dans sa main ridée, le liquide ambré reflétant les flammes dansantes, si vivantes, contrastant si violemment avec le vide de son cœur. « Un autre Noël, Sophie », murmura Henri au portrait de sa défunte épouse au-dessus de la cheminée. « Exactement 1 an sans toi. » Ses yeux, autrefois emplis d'ambition et de vigueur, étaient maintenant ternes, cernés de rides profondes qui racontèrent l'histoire d'un homme rongé par l'amertume. Henri Dubois, à 60 ans, était l'incarnation du succès aux yeux du monde. Un empire commercial bâti de ses propres mains, une fortune capable de soutenir des générations. Mais ce soir-là, il n'était qu'un vieil homme seul, hanté par les fantômes du passé et le silence assourdissant du présent. Un éclair de mémoire le frappa comme un coup de poing. Sophie, radieuse dans sa robe rouge préférée, décorant le sapin de Noël l'année précédente. Son rire mélodieux résonnait dans son esprit, un son qu'il craignait de commencer à oublier. « Allez, Henri, disait-elle, ses yeux pétillant d'une joie contagieuse. « Où est ton esprit de Noël ?» Il avait grommelé quelque chose à propos du travail, d'une fusion cruciale qui devait être finalisée. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Henri donnerait n'importe quoi pour revenir à ce moment, pour étreindre Sophie une dernière fois, pour lui dire combien il l'aimait. Le cognac lui brûla la gorge, alors qu'il vida le reste de son verre d'un trait. Avec un grognement, Henri se leva de son fauteuil en cuir, ses pas lourds résonnant à travers le manoir silencieux. Chaque pièce était une galerie de souvenirs. Le piano que Sophie aimait jouer, maintenant couvert d'une fine couche de poussière. La cuisine où elle insistait pour préparer le dîner de Noël, même avec une brigade de chefs à sa disposition. La véranda, son refuge préféré, maintenant un cimetière de plantes fanées et de rêves oubliés. Henri s'arrêta devant l'imposant sapin de Noël dans le hall d'entrée, ses branches nues une accusation silencieuse. Sophie insistait toujours pour le décorer ensemble, une tradition dont il réalisait maintenant qu'elle était le cœur de leur Noël. Cette année, même le personnel n'avait pas pris la peine de l'orner. Pourquoi l'aurait-il fait? Le maître de maison avait clairement indiqué que Noël n'était qu'1 jour comme les autres sur le calendrier. Un lourd soupir s'échappa des lèvres d'Henri. Il se dirigea vers la fenêtre, observant les flocons de neige tomber doucement dehors, couvrant le monde d'une couverture blanche et pure. Combien de fois Sophie l'avait-elle traîné dehors, insistant pour qu'il fasse des bonhommes de neige comme des enfants adultes. « Tu avais raison, mon amour », chuchota-t-il, sa main touchant la vitre froide. « J'aurais dû chérir chaque instant. » Le tintement soudain de la sonnette déchira le silence comme un couteau, faisant sursauter Henri. Il fronça les sourcils, vérifiant sa montre bracelet. Qui cela pouvait-il être à cette heure, la veille de Noël? Hésitant, Henri se dirigea vers la porte. Un bref instant, une lueur d'espoir irrationnel jaillit dans sa poitrine. Et si c'était Sophie? Et si l'année écoulée n'avait été qu'un terrible cauchemar? Secouant la tête pour dissiper de telles pensées folles, Henri tourna la poignée, ouvrant la lourde porte en chêne. Ce qu'il vit de l'autre côté fit s'arrêter son cœur un instant. Devant lui, grelottant dans la nuit froide, se trouvaient 2 enfants, des jumeaux, réalisa-t-il immédiatement. Un garçon et une fille, pas plus de 10 ans, avec de grands yeux bruns qui le regardaient avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. « S'il vous plaît, monsieur », balbutia le garçon, sa voix tremblant de froid et de nervosité. « On a besoin d'aide. » La fille, tenant fermement la main de son frère, s'avança. « Notre mère est très malade, » dit-elle, sa voix petite mais déterminée. « Nous avons besoin d'argent pour ses médicaments. » Henri se figea, une turbulence d'émotions contradictoires tourbillonnant en lui. Suspicion, irritation, curiosité et, étonnamment, une pointe de compassion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Alors qu'il regardait ces 2 petites silhouettes frissonnant dans la neige, quelque chose à l'intérieur d'Henri commença à bouger. C'était comme si la glace qui s'était formée autour de son cœur commençait à fondre, lentement. « Entrez !» s'entendit-il dire, sa voix rauque par manque d'usage. « Parlons. » Alors que les enfants passaient devant lui, entrant timidement dans le manoir,
Henri ne pouvait imaginer comment ce simple acte d'ouvrir la porte changerait sa vie pour toujours. Noël, qui promettait d'être juste un autre jour de solitude et d'amertume, était sur le point de se transformer en quelque chose de bien plus significatif. La veille de Noël d'Henri Dubois ne faisait que commencer, et avec elle, un voyage inattendu de rédemption, de compassion, et peut-être d'un miracle. Henri observa les deux petites silhouettes entrer dans son manoir, laissant des empreintes humides et neigeuses sur le tapis persan du hall d'entrée. Le contraste entre les enfants aux vêtements usés et le luxe opulent qui les entourait était saisissant, presque douloureux à voir. « Vous avez des noms » demanda Henri, sa voix plus dure qu'il ne l'avait voulu. Le garçon s'avança, se plaçant de manière protectrice devant sa sœur. « Je suis Lucas, monsieur, » dit-il, essayant de paraître courageux malgré le tremblement dans sa voix. « Et voici ma sœur, Léa. » Léa hocha timidement la tête derrière son frère, ses grands yeux bruns scrutant l'environnement avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Henri se racla la gorge, se sentant étrangement mal à l'aise. « Eh bien, Lucas et Léa, » dit-il en désignant le salon. « Approchez-vous du feu avant de geler. » Les enfants suivirent avec hésitation, leurs pas presque inaudibles sur le sol en marbre. Quand ils atteignirent le salon, tous deux eurent le souffle coupé à la vue de l'imposant sapin de Noël, même sans décoration. « Asseyez-vous » ordonna Henri, indiquant le canapé en cuir. Il remarqua comment les enfants s'assirent sur le bord, comme s'ils avaient peur de salir le meuble coûteux. Un silence inconfortable plana dans l'air pendant quelques instants. Henri se surprit à étudier les jumeaux de plus près. Leurs visages étaient minces, mais pas mal nourris. Leurs vêtements, bien que clairement de seconde main, étaient propres et bien entretenus. Il y avait une dignité en eux qui l'intriguait. Alors, brisa finalement le silence Henri. « Vous avez mentionné que votre mère est malade. » Léa hocha vigoureusement la tête. « Oui, monsieur. Elle a une très forte fièvre et n'a pas pu sortir du lit depuis des jours. Et vous n'avez pas d'argent pour les médicaments ?» demanda Henri, une pointe de scepticisme dans la voix. Lucas regarda Henri droit dans les yeux, un éclair de fierté blessée traversant son jeune visage. « Normalement, on s'en sort, monsieur. Maman travaille dur et on aide autant qu'on peut. Mais avec elle, malade... » La voix du garçon faiblit et Léa termina. « L'argent que nous avions économisé a à peine couvert la nourriture cette semaine. Il ne restait rien pour les médicaments. » Henri sentit quelque chose se tordre en lui. Était-ce de la compassion ou juste une indigestion de cognac? Il n'avait pas l'habitude de gérer ce genre de situation. Son esprit rationnel lui disait de renvoyer les enfants, que ce n'était pas son problème. Mais quelque chose, peut-être le souvenir de Sophie, le retint. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'aiderais » demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. Léa baissa les yeux vers le sol, jouant nerveusement avec l'ourlet de son manteau usé. « On a entendu des histoires sur vous, monsieur Dubois, » dit-elle doucement. Henri haussa un sourcil. « Des histoires ?» Lucas hocha la tête. « Oui, monsieur, les gens disent que vous êtes riche et puissant. Certains disent que vous êtes dur et avare, » compléta Henri avec un sourire amer. Les enfants échangèrent des regards nerveux, mais Léa surprit Henri par sa réponse. « Non, monsieur, ils disent que vous étiez très généreux, que quelque chose a changé après Madame Dubois. » La mention de Sophie fit se lever Henri brusquement, surprenant les jumeaux. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la neige tomber dehors, essayant de contrôler la vague d'émotion qui menaçait de le submerger. « Monsieur Dubois !» La voix de Lucas le ramena au présent. « On ne voulait pas vous offenser. C'est juste qu'on ne savait pas vers qui d'autre se tourner. » Henri se retourna lentement, regardant les deux enfants. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange de peur et d'espoir qui le frappa comme un coup de poing. Un instant, il se vit refléter dans ses yeux le garçon qu'il avait été, désespéré et seul, avant de bâtir son empire. Avec un profond soupir, Henri prit sa décision. « De combien avez-vous besoin pour les médicaments ?» Les visages des jumeaux s'illuminèrent instantanément. « 200 € devraient suffire, monsieur, » répondit rapidement Lucas. « Pour les médicaments et peut-être un peu de nourriture. » Henri ricana. « 200 €,
une somme qui ne signifiait rien pour lui, mais qui pouvait tout signifier pour cette famille. Il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte. Quand il l'ouvrit, les jumeaux virent des liasses de billets, plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu de leur vie. Henri compta quelques billets et se tourna vers les enfants. « Voici 500 €, dit-il en tendant l'argent. Cela devrait couvrir les médicaments, la nourriture et tout ce dont vous pourriez avoir besoin d'autre. » Léa laissa échapper un petit cri de joie, mais Lucas hésita avant de prendre l'argent. « Monsieur, c'est très généreux, mais… »« Prenez-le, gamin, » grogna Henri, « avant que je ne change d'avis. » Lucas accepta l'argent avec des mains tremblantes, ses yeux brillants de larmes non versées. « Merci, monsieur Dubois. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour nous. » Henri sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Il se racla la gorge, essayant de cacher son malaise. « Eh bien, ne restez pas là. N'avez-vous pas des médicaments à acheter ?» Les enfants se levèrent d'un bond, prêts à partir, mais Henri les surprit à nouveau. « Attendez, dit-il en attrapant son manteau. « Je viens avec vous. »« Vous venez ?» demanda Léa, les yeux écarquillés de surprise. Henri haussa les épaules, essayant de paraître nonchalant. « C'est la veille de Noël. Je doute que beaucoup de pharmacies soient ouvertes. J'en connais une qui fonctionne 24 heures sur 24. » Alors qu'il guidait les enfants hors du manoir et dans sa voiture de luxe, Henri se demanda ce qu'il était en train de faire. Lui, Henri Dubois, le requin du monde des affaires, emmenait 2 enfants étranges acheter des médicaments la veille de Noël. Mais quand il vit les sourires pleins d'espoir de Lucas et Léa sur la banquette arrière de sa voiture, Henri sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Alors qu'il conduisait à travers les rues enneigées, Henri ne put s'empêcher de penser à quel point Sophie aurait approuvé ses actions. Pour la première fois depuis 1 an, la pensée de sa femme lui apporta un sourire aux lèvres, au lieu de la douleur. Peut-être, juste peut-être, que ce Noël ne serait pas si solitaire après tout. Le matin de Noël se leva, froid et clair, le soleil d'hiver jetant une lumière pâle sur la ville enneigée. Henri Dubois se réveilla tôt, comme il le faisait toujours ce jour particulier. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le poids de la solitude qui l'écrasait habituellement semblait un peu plus léger, comme si les événements de la nuit précédente avaient ouvert une petite fissure dans son armure d'amertume. S'habillant avec soin, Henri prit le bouquet de roses blanches qu'il avait commandé, les préférés de Sophie. Avec un dernier regard sur son portrait sur la table de chevet, il quitta la maison, déterminé à accomplir son rituel annuel. Le cimetière était calme et serein quand Henri arriva, ses pas brisant la croûte de la neige fraîchement tombée. Il connaissait le chemin par cœur, ses pieds le menant automatiquement au dernier lieu de repos de Sophie. Mais alors qu'il approchait de sa tombe, Henri se figea, son cœur faisant un bond douloureux dans sa poitrine. Là, agenouillés devant la pierre tombale en marbre, se trouvaient 2 petites silhouettes familières. Lucas et Léa, les jumeaux qui l'avaient aidé la nuit précédente, arrangèrent soigneusement un petit bouquet de fleurs sauvages à la base de la tombe. Un instant, Henri fut paralysé, incapable de traiter la scène qui se déroulait devant lui. 1000 questions se bousculaient dans son esprit, mêlées à une vague d'émotions contradictoires, confusion, surprise, même une pointe de jalousie irrationnelle. Comment ces enfants osaient-ils s'immiscer dans ce moment privé? Trouvant enfin sa voix, Henri se racla la gorge, bruyamment. Les jumeaux se retournèrent vivement, leur visage un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Monsieur Dubois !» s'exclama Lucas, aidant sa sœur à se relever. « Nous ne nous attendions pas à vous voir ici. » Henri haussa un sourcil, sa voix un mélange de confusion et de suspicion. « Je pourrais dire la même chose. Qu'est-ce que vous faites ici exactement ?» Léa s'avança, ses grands yeux humides fixés sur Henri. « Nous sommes venus remercier Madame Sophie, monsieur, » dit-elle doucement, « comme nous le faisons chaque année. » La révélation frappa Henri comme un coup de poing. « Chaque année ?» répéta-t-il, sa voix à peine un murmure. « Vous connaissiez ma femme ?» Les jumeaux échangèrent un rapide coup d'œil avant que Lucas ne réponde. « Oui, monsieur.
Madame Sophie était notre marraine. Le monde sembla tourner autour d'Henri. Il s'appuya contre la pierre tombale de Sophie, sentant comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Marraine » réussit-il à dire. « Mais vous... Comment ? Quand ?» Léa, sentant le choc d'Henri, expliqua doucement. « Cela a commencé il y a environ 5 ans, monsieur Dubois. Madame Sophie nous a trouvés au centre social, où elle faisait du bénévolat. » Lucas continua. « Notre maman traversait des moments difficiles, et Madame Sophie, elle nous a juste pris sous son aile. Elle a aidé avec la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires. Mais plus que ça, elle nous a donné de l'amour et de l'attention. » Henri sentit des larmes non versées lui brûler les yeux. 5 ans. Pendant 5 ans, sa Sophie avait été une partie vitale de la vie de ses enfants, et il n'en avait aucune idée. Comment avait-il pu être si aveugle, si absorbé par son propre monde? « Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit ?» demanda Henri, plus à lui-même qu'aux jumeaux. Léa répondit doucement. « Elle voulait, monsieur Dubois. Plusieurs fois, elle a parlé de son souhait de nous présenter à vous, mais elle avait peur de ma réaction, » compléta Henri, la prise de conscience le frappant comme une vague froide. Il se souvint du nombre de fois où il s'était plaint des causes perdues de Sophie, de la façon dont elle gaspillait son temps et ses ressources sur des étrangers. Quel imbécile il avait été. Un lourd silence tomba sur le petit groupe. Henri regarda la tombe de Sophie, les fleurs soigneusement placées par les jumeaux, puis les enfants. Quelque chose, peut-être le souvenir de Sophie, le retint de les renvoyer. « Parlait-elle de moi ?» demanda Henri doucement, sa voix étranglée par l'émotion. Lucas hocha la tête avec enthousiasme. « Tout le temps, monsieur. Elle disait toujours à quel point vous étiez brillant et travailleur, comment vous aviez tout construit à partir de rien. » Léa ajouta, « Et elle disait toujours qu'au fond de vous, vous aviez un cœur immense, qu'il fallait juste une chance de le montrer au monde. » Les mots des enfants étaient comme une flèche, atteignant directement le cœur d'Henri. Sophie avait toujours cru au meilleur de lui, même quand il avait lui-même oublié qui il était. « Hier soir, » commença Henri, une réalisation soudaine le frappant, « vous êtes venu chez moi parce que Madame Sophie a toujours dit que si nous étions un jour vraiment désespérés, nous devions venir vous voir, » compléta Lucas. « Elle a dit que malgré votre apparence dure, vous aviez un cœur d'or. » Henri ne put plus retenir les larmes. Elles coulèrent librement sur son visage, des années d'émotions refoulées trouvant enfin une issue. Sans réfléchir, il attira Lucas et Léa dans une étreinte serrée, se surprenant autant que les enfants. « Merci, » murmura-t-il, la voix étranglée. « Merci d'avoir gardé vivante une partie de Sophie que j'avais oubliée. » Quand ils se séparèrent enfin, Henri regarda de nouveau la tombe de Sophie. L'inscription sur la pierre tombale, qu'il connaissait par cœur, semblait briller d'une nouvelle signification. Sophie Dubois, épouse bien-aimée, amie et gardienne des cœurs. « Tu as toujours su, n'est-ce pas, mon amour ?» murmura Henri à la pierre tombale. « Tu savais que j'avais besoin de redécouvrir mon humanité. » Se tournant vers les jumeaux, Henri prit une décision qui changerait le cours de sa vie pour toujours. « Lucas, Léa, » dit-il, sa voix ferme malgré les larmes. « Aimeriez-vous en savoir plus sur ma femme? Sur son travail? Peut-être. Peut-être que nous pouvons continuer ce qu'elle a commencé. » Les visages des jumeaux s'illuminèrent de sourires radieux. « On adorerait, monsieur Dubois !» s'exclama Léa. Alors que les trois quittèrent le cimetière ensemble, Henri sentit comme si un lourd fardeau avait été levé de ses épaules. Pour la première fois depuis 1 an, il sentit l'espoir. Sophie était peut-être partie, mais son héritage d'amour et de compassion vivait à travers ses enfants, et maintenant à travers lui aussi. Noël, qui avait commencé avec la tristesse habituelle, promettait maintenant d'être le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Henri savait qu'il avait beaucoup à apprendre et beaucoup à réparer, mais avec le souvenir de Sophie pour le guider et l'innocence de Lucas et Léa pour l'inspirer, il était prêt pour le voyage. Dans les jours qui suivirent la rencontre au cimetière, Henri Dubois se retrouva dans un voyage qu'il n'aurait jamais imaginé entreprendre. La révélation que Sophie menait une vie secrète de philanthropie, une vie qui incluait Lucas et Léa, avait ébranlé les fondations de tout ce qu'il croyait de son mariage.
Avec la détermination qui avait fait de lui un titan des affaires, Henri décida de percer le mystère que sa défunte épouse avait laissé derrière elle. Il commença par fouiller le bureau de Sophie, une pièce du manoir qu'il avait à peine touchée depuis sa mort. En passant au crible les tiroirs et les dossiers, les souvenirs l'inondèrent. Flashback, 5 ans plus tôt. « Henri, pourrais-tu m'écouter un instant, s'il te plaît ?» La voix de Sophie était empreinte de frustration. Henri leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « Chérie, je suis au milieu d'une négociation cruciale. Ça peut attendre ?» Sophie soupira profondément. « Ça peut toujours attendre, n'est-ce pas? Notre mariage, mes projets, tout peut toujours attendre. » Cela attira enfin l'attention d'Henri. Il regarda sa femme, remarquant pour la première fois la lassitude dans ses yeux. « Quel projet, exactement ?» Henri répondit, sa voix un mélange de tristesse et de résignation. « Tu ne sais même pas. Présent. » Henri secoua la tête, essayant de repousser le souvenir douloureux. Combien de fois avait-il ignoré les signes? Combien d'occasions de connaître vraiment sa femme avait-il gâchées? Poursuivant ses recherches, Henri trouva un dossier caché au fond d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait des reçus de dons, des brochures de centres sociaux et un journal intime. Les mains tremblantes, il ouvrit le petit carnet relié en cuir. L'écriture élégante de Sophie remplissait les pages, et Henri commença à lire, se sentant comme s'il envahissait un sanctuaire sacré. « Aujourd'hui, j'ai rencontré 2 enfants extraordinaires au centre, » disait une entrée. Lucas et Léa. Si jeunes, mais avec des yeux qui en ont déjà trop vu. J'aimerais pouvoir faire plus pour eux. Henri sentit une boule se former dans sa gorge. Il continua à lire, absorbant chaque mot comme un homme mourant de soif dans le désert. Flashback, 3 ans plus tôt. « Sophie, tu fais encore des dons ?» demanda Henri, sa voix teintée d'irritation, en examinant le relevé bancaire. Sophie le regarda avec défi. « Et si c'est le cas, je ne dis pas que tu ne devrais pas, » répondit-il en essayant de garder son calme. « Mais ces montants, où va tout cet argent ?» Un instant, Henri vit quelque chose briller dans les yeux de Sophie, de la peur, de la culpabilité. Mais cela fut rapidement remplacé par de la détermination. « À des gens qui en ont vraiment besoin, Henri. Quelque chose que tu sembles avoir oublié comment faire. » Les mots le frappèrent comme une gifle. « Que veux-tu dire par là ?» Sophie soupira, le combat la quittant. « Rien, Henri. Oublie. Présent. » Henri ferma les yeux, la douleur du souvenir presque physique. Comment avait-il pu être si aveugle, si absorbé par son propre monde, qu'il n'avait pas vu le gouffre se creuser entre lui et Sophie? Retournant au journal, il continua à lire. Il y avait des entrées sur le travail bénévole de Sophie, ses rêves de faire plus, sa frustration face à son indifférence. Et, entremêlés à tout cela, des mentions de Lucas et Léa. « Les jumeaux ont fait tellement de progrès ce mois-ci », disait une entrée. Léa réussit merveilleusement à l'école maintenant, et Lucas... Oh, Lucas a un cœur si grand. Parfois, je me demande si Henri et moi avions eu des enfants. La phrase s'interrompit, et Henri sentit une pointe de regret. Ils avaient décidé de ne pas avoir d'enfants, se concentrant sur leur carrière. Ou plutôt, il avait décidé, et Sophie avait accepté. Déterminé à en savoir plus, Henri décida de visiter le centre social de l'espoir, mentionné dans le journal. En traversant la partie la plus pauvre de la ville, il se retrouva dans un quartier qu'il éviterait normalement. Le centre était un bâtiment modeste, peint de couleurs vives, mais clairement en besoin de réparation. En entrant, Henri fut accueilli par des regards curieux et certains, franchement hostiles. Clairement, il n'était pas à sa place ici. Une femme d'âge mûr s'approcha de lui, son visage un mélange de prudence et de curiosité. « Je peux vous aider, monsieur ?» Henri se racla la gorge, soudainement nerveux. « Oui, je cherche des informations sur une bénévole, Sophie Dubois. » Le visage de la femme s'illumina de reconnaissance, suivi rapidement par de la tristesse. « Oh, Sophie, quelle perte terrible! Elle était un ange pour nous ici. »« Vous la connaissiez bien ?» demanda Henri, avide de toute information. La femme hocha la tête. « Bien sûr, Sophie était ici presque tous les jours. Elle aidait aux devoirs, à la collecte de fonds, à la distribution de nourriture. Elle faisait tout. »
Henri sentit une vague de honte. Comment ne savait-il rien de tout cela? Et a-t-elle jamais mentionné deux jumeaux, Lucas et Léa? Un doux sourire apparut sur le visage de la femme. Ah, les petits protégés de Sophie. Oui, elle adorait ses enfants. Elle parlait toujours de combien elle voulait faire plus pour eux. En conversant avec la femme, Chantal et d'autres membres du personnel du centre, Henri commença à reconstituer la vie secrète de Sophie. Chaque nouvelle information était comme un couteau dans son cœur, lui rappelant à quel point il avait été négligent, à quel point il avait perdu. De retour au manoir, Henri s'assit dans son bureau, entouré des vestiges de la vie philanthropique de Sophie. Le journal était ouvert devant lui et il relut l'une des dernières entrées. Parfois, je me demande si je fais ce qu'il faut en cachant tout cela à Henri. Mais ensuite, je me souviens de sa réaction quand j'ai mentionné l'expansion de notre œuvre de charité. « On ne peut pas sauver le monde, Sophie », a-t-il dit. « Mais si on pouvait sauver ne serait-ce qu'une seule vie, cela n'en vaudrait-il pas la peine ? Oh, comme j'aimerais qu'il puisse voir le monde à travers les yeux de Lucas et Léa. Peut-être qu'alors, il comprendrait. » Henri ferma le journal, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Il comprenait maintenant. Trop tard pour Sophie, peut-être, mais pas trop tard pour honorer son héritage. Prenant son téléphone, il composa un numéro. « Lucas ? C'est Monsieur Dubois. J'aimerais vous parler, à toi et à Léa, de Sophie. De son travail. De la façon dont nous pouvons continuer ce qu'elle a commencé. » En fixant un rendez-vous avec les jumeaux, Henri sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. Sophie était peut-être partie, mais à travers son journal, à travers Lucas et Léa, elle lui avait laissé une carte vers sa rédemption. Et il était déterminé à suivre chaque étape de ce chemin, peu importe où il le mènerait. Le soleil s'était à peine levé quand Henri Dubois gara sa voiture de luxe devant le centre social de l'Espoir. Le contraste entre son véhicule rutilant et les bâtiments usés environnants était frappant, un rappel physique du gouffre entre le monde qu'il habitait et celui que Sophie avait secrètement embrassé. Avec un profond soupir, Henri sortit de la voiture, ajustant son costume coûteux, une armure qui semblait soudainement inappropriée et déplacée. Il hésita un instant avant de monter les marches usées du centre, sentant le poids des regards des passants. À l'intérieur, il fut accueilli par une effervescence d'activité. Des enfants couraient d'un côté à l'autre, des bénévoles organisaient des piles de vêtements et de nourriture, et l'air était rempli de l'odeur du café frais, mêlée à l'odeur incomparable de l'espoir. « Je peux vous aider ?» Une voix ferme mais douce interrompit ses pensées. Henri se tourna pour trouver Chantal, la femme aux cheveux grisonnants, attachée en un chignon désordonné, le regardant avec un mélange de curiosité et de prudence. « Oui, je cherche Chantal, » répondit Henri, sa voix plus hésitante que d'habitude. On m'a dit qu'elle travaillait en étroite collaboration avec Sophie Dubois. Le visage de la femme s'illumina de reconnaissance, suivi d'une ombre de tristesse. « Ah, vous devez être Monsieur Dubois. Je suis Chantal. Sophie parlait tellement de vous. » Henri sentit une pointe dans sa poitrine. « Vraiment ?» Chantal hocha la tête, lui faisant signe de la suivre dans une petite pièce à l'arrière. « Oh oui, elle disait toujours que vous aviez un cœur immense caché sous toute cette façade d'homme d'affaires. » Assis sur une chaise usée, Henri regarda Chantal préparer 2 tasses de café. L'environnement était simple, chaleureux, si différent des bureaux stériles auxquels il était habitué. « Chantal, » commença Henri en acceptant la tasse offerte, « j'essaie de comprendre. Quel était le travail de Sophie ici? Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé ?» Chantal l'étudia un moment, ses yeux doux mais perspicaces. « Monsieur Dubois, Sophie était le cœur de cet endroit. Elle ne se contentait pas de donner de l'argent, elle donnait son temps, son énergie, son amour. Pour beaucoup de ces familles, elle était une lueur d'espoir. » Alors que Chantal parlait, Henri se retrouva transporté à travers les histoires qu'elle partageait. Flashback raconté par Chantal. « Je me souviens d'un jour d'hiver particulièrement froid. Sophie est arrivée avec des brassées de couverture et de manteaux. Elle avait vidé la moitié de sa garde-robe, Monsieur Dubois. Elle disait que ça n'avait aucun sens d'avoir tant de choses pendant que des gens gelaient.
Henri pouvait voir vivement dans son esprit Sophie, avec son sourire radieux, distribuant des manteaux dont il n'avait même pas remarqué l'absence. Et il y avait les jumeaux, bien sûr, Lucas et Léa. La première fois que Sophie les a vus, ils étaient blottis dans un coin, méfiants envers tout le monde. Mais Sophie, elle avait un don avec les enfants. En quelques minutes, elle les faisait rire et jouer. L'image de Sophie, agenouillée sur le sol, jouant avec les jumeaux, amena les larmes aux yeux d'Henri. Et elle est venue presque tous les jours après ça, aidant aux devoirs, lisant des histoires, parfois juste en écoutant ses enfants, Monsieur Dubois. Sophie était plus qu'une bienfaitrice, elle était de la famille. Présent. De la famille, répéta Henri, le mot lourd sur sa langue. Elle a créé une famille ici, n'est-ce pas? Chantal hocha doucement la tête. D'une certaine manière, oui. Mais ne doutez jamais, Monsieur Dubois, que vous étiez le centre de son monde. Elle voulait seulement partager l'amour qu'elle avait. Henri eut du mal à trouver sa voix. Mais pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit? Pourquoi garder tout cela secret? Chantal soupira, posant sa tasse. Sophie, elle m'a dit un jour qu'elle craignait votre réaction, que vous ne comprendriez pas, que vous verriez ça comme une cause perdue. Les mots frappèrent Henri comme un coup de poing. Combien de fois avait-il utilisé cette même expression? Combien de fois avait-il rejeté les préoccupations de Sophie pour les plus démunis? Et elle avait raison, admit-il, la voix étranglée. Je n'aurais pas compris. J'étais si aveugle. Chantal tendit la main, touchant doucement le bras d'Henri. Mais maintenant, vous êtes ici, n'est-ce pas? Vous essayez de comprendre. Sophie a toujours cru qu'un jour, vous verriez le monde comme elle le voyait. Henri regarda autour de la petite pièce, remarquant pour la première fois les dessins colorés sur les murs, les jouets bien aimés mais entretenus, les photos de yeux souriants et pleins d'espoir. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il, plus à lui-même qu'à Chantal. « Comment puis-je honorer ce qu'elle a fait ?» Chantal sourit, un sourire qui rappela tellement Sophie à Henri que son cœur se serra, en apprenant à connaître les gens qu'elle a aidés, en voyant l'impact qu'elle a eu. Dans les minutes qui suivirent, Chantal guida Henri à travers le centre. Il rencontra des familles que Sophie avait aidées à trouver un logement, des enfants qu'elle avait tutorés, des personnes âgées qu'elle visitait régulièrement. Chaque histoire, chaque visage illuminé par la mention du nom de Sophie était comme une pièce d'un puzzle qui se mettait en place. Henri commença à voir non seulement le travail que Sophie faisait, mais la femme qu'elle était vraiment, compatissante, dévouée, infatigable dans sa quête pour rendre le monde meilleur. Quand ils atteignirent un mur couvert de photos, Henri s'arrêta, son regard capturé par une image en particulier. Dedans, Sophie était assise par terre, entourée d'enfants, son visage radieux de bonheur. À côté d'elle, Lucas et Léa souriaient timidement à l'appareil photo. Ça avait été pris juste quelques semaines avant. Chantal s'interrompit, sa voix faiblissant. « Avant l'accident », compléta doucement Henri. Chantal hocha la tête. Sophie était si excitée ce jour-là. Elle avait de grands projets, voulait agrandir le centre, créer plus de programmes. Elle parlait de vous le dire enfin, de la façon dont vous pourriez le faire ensemble. Henri sentit comme si l'air lui avait été coupé. La réalisation de ce qui aurait pu être, de l'avenir qui avait été volé, non seulement à lui et à Sophie, mais à toutes ces personnes, était accablante. « Chantal, dit-il, sa voix ferme malgré le tumulte émotionnel, je veux tout savoir. Chaque projet que Sophie avait en tête, chaque rêve qu'elle a partagé. Je veux continuer son travail. » Les yeux de Chantal s'emplirent de larmes. « Oh, Monsieur Dubois, Sophie disait toujours que vous aviez un cœur d'or. Elle serait si heureuse d'entendre ça. » En quittant le centre des heures plus tard, Henri se sentit transformé. Le monde autour de lui semblait différent, non pas un lieu de chiffres et d'affaires, mais de gens, d'histoires et de possibilités. Sophie avait laissé un héritage non pas de richesse ou de pouvoir, mais d'amour et de compassion. Et maintenant, enfin, Henri était prêt à en faire partie. Levant les yeux vers le ciel, il murmura « Je comprends maintenant, mon amour, et je te promets que je te rendrai fier. »
Avec cette promesse résonnant dans son cœur, Henri Dubois fit le premier pas dans un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais la vie d'innombrables autres. L'héritage de Sophie continuerait de vivre, et à travers lui, elle continuerait de rendre le monde meilleur. L'adresse que Chantal avait fournie mena Henri dans un quartier qu'il savait à peine exister dans sa propre ville. Des rues étroites, bordées d'immeubles délabrés et de boutiques aux façades délavées, formaient un labyrinthe de pauvreté cachée. Garant sa voiture de luxe, qui semblait absurdement déplacée, Henri prit une profonde inspiration avant de sortir. L'odeur de moisi et de désinfectant bon marché envahit ses narines alors qu'il montait les escaliers jusqu'au 3e étage d'un immeuble qui avait connu des jours meilleurs, des décennies auparavant. En s'approchant de l'appartement indiqué, Henri hésita un instant avant de frapper. La porte fut ouverte presque immédiatement par Léa, ses grands yeux s'écarquillant encore plus à sa vue. « Monsieur Dubois, vous êtes vraiment venu !» Sa voix était un mélange de surprise et de soulagement. « Bonjour, Léa !» répondit Henri, essayant de sourire de manière rassurante. « Je peux entrer ?» Léa hocha la tête, ouvrant plus grand la porte. L'intérieur de l'appartement était petit et faiblement éclairé, mais impeccablement propre. Lucas était assis à la table de la cuisine, faisant ce qui semblait être des devoirs. Il leva les yeux, son regard croisant celui d'Henri. « Monsieur Dubois, » dit Lucas en se levant. « Merci d'être venu. » Henri suivit les jumeaux jusqu'à une petite chambre au fond de l'appartement. Là, allongée dans un lit étroit, se trouvait une femme qui ne pouvait pas avoir plus de 35 ans, mais dont le visage était marqué par la lassitude et la maladie. « Maman ?» dit doucement Léa. « Monsieur Dubois est là, l'ami de maman. » La femme, Nadine, ouvrit lentement les yeux, se concentrant sur Henri. « Monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix faible mais claire. Sophie parlait tellement de vous. Henri était à court de mots. « Madame, Nadine, je suis désolé que vous traversiez ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» Nadine sourit faiblement. « Vous aidez déjà, monsieur Dubois. »« Sophie, elle disait toujours que vous viendriez un jour. » Les mots frappèrent Henri comme un coup de poing. Même ici, dans ce petit appartement, la foi inébranlable de Sophie en lui était présente. Lucas s'avança, tenant une enveloppe jaunie. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé ça parmi les choses que Sophie nous a laissées. C'est adressé à vous. » Les mains tremblantes, Henri prit l'enveloppe. Dessus, l'écriture élégante de Sophie disait « Pour Henri, à ouvrir quand le moment sera venu. » « Vous ne l'avez pas ouverte ?» demanda Henri, surpris. Léa secoua la tête. « Sophie nous a fait promettre. Elle a dit qu'un jour, vous viendriez et que nous saurions quand ce serait le bon moment pour vous la donner. » Henri regarda l'enveloppe, puis les visages pleins d'espoir des jumeaux, et Nadine, qui le regardait avec un mélange de curiosité et d'épuisement. « Peut-être que je devrais lire ça en privé, » dit Henri doucement. Nadine hocha la tête. « Les enfants, pourquoi ne montrez-vous pas le salon à monsieur Dubois ? Je suis sûr qu'il pourrait avoir besoin d'un peu d'intimité. » Dans le petit salon, Henri s'assit sur le canapé usé, l'enveloppe lourde dans ses mains, comme si elle était en plomb. Avec un profond soupir, il l'ouvrit avec précaution et commença à lire. « Mon cher Henri, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as enfin trouvé ton chemin vers Lucas, Léa et Nadine. Cela signifie aussi que je ne suis plus là pour t'expliquer cela en personne, et pour cela, je te demande pardon. Il y a tant de choses que je voulais te dire, tant de choses que j'aurais aimé partager, mais je craignais que tu ne comprennes pas, que tu ne vois que des chiffres et des risques, pas les visages et les vies que j'ai vus. Lucas et Léa sont entrés dans nos vies. Oui, nos vies, Henri, il y a 5 ans. Je les ai trouvés au centre social, 2 enfants brillants luttant contre des obstacles impossibles. Nadine, leur mère, faisait de son mieux, mais la vie n'avait pas été tendre avec elle. Je savais que je ne pouvais pas simplement les ignorer. J'ai donc commencé à aider. Au début, c'était de petites choses, de la nourriture, des vêtements, de l'aide pour le loyer. Mais bientôt, j'ai réalisé que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était d'espoir, de quelqu'un qui croyait en eux. Henri, j'ai vu tant de potentiel chez ces enfants. Lucas a un don pour les chiffres qui rivalise avec le tien. Et Léa,
Elle a un cœur si grand, si plein de compassion. Il me rappelait, nous, comment nous étions avant que la vie ne nous endurcisse. Je sais que tu dois te demander pourquoi j'ai gardé ce secret. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ta réaction, peur que tu ne comprennes pas. Mais plus que ça, j'avais de l'espoir. L'espoir qu'un jour, tu verrais le monde comme je le voyais. Que tu redécouvrirais cette partie de toi qui se soucie profondément des autres. Si tu lis ceci, cela signifie que cet espoir n'a pas été vain. Henri, mon amour, je te demande de regarder Lucas et Léa non pas comme un projet de charité, mais comme une extension de notre famille. Ils ont besoin de conseils, d'opportunités, et toi, mon cher, tu as besoin d'eux plus que tu ne l'imagines. Nadine est une femme forte, mais elle se bat. Sa maladie est traitable, mais coûteuse. J'avais des projets pour l'aider davantage, pour m'assurer qu'elle reçoive le traitement dont elle avait besoin. Maintenant, je laisse cette tâche entre tes mains compétentes. Souviens-toi, Henri, le véritable héritage que nous laissons ne se mesure pas en euros ou en bâtiments à notre nom. Il se mesure dans les vies que nous touchons, la différence que nous faisons dans le monde. Si je te connais, et c'est le cas, tu as un cœur immense, même si parfois tu l'oublies. Je te fais confiance pour continuer le travail que j'ai commencé, non par obligation, mais parce que je sais qu'au fond, c'est ce que tu désires aussi. Avec tout mon amour, maintenant et toujours, Sophie. Henri baissa la lettre, des larmes coulant sur son visage. Chaque mot de Sophie était comme un baume et une révélation à la fois. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas vu le travail incroyable que sa femme faisait, la passion qui animait son âme? Regardant autour de la petite pièce, Henri la vit d'un œil nouveau. Ce n'était pas juste un appartement délabré, c'était un foyer rempli d'amour et de lutte, de rêves et de possibilités. Lucas et Léa se tenaient à l'entrée, le regardant avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Monsieur Dubois, » demanda Léa avec hésitation, « ça va ?» Henri se leva, essuyant ses larmes. « Oui, Léa. En fait, je vais mieux que je n'ai été depuis très longtemps. » Il regarda les jumeaux, les voyant vraiment pour la première fois. « Vous deux, pouvez-vous m'en dire plus sur Sophie? Sur ce qu'elle a fait pour vous ?» Les visages des jumeaux s'illuminèrent et ils commencèrent à parler, leurs voix se chevauchant dans leur excitation. Des histoires de tutorat après l'école, de voyages surprises au zoo, de Sophie arrivant avec des sacs de nourriture quand le placard était vide. Chaque mot était comme une pièce d'un puzzle qui se mettait en place, révélant une image de Sophie qu'Henri connaissait à peine, mais aimait profondément. En écoutant, une résolution se forma dans son cœur. Il honorerait l'héritage de Sophie. Pas seulement pour elle, mais pour Lucas, Léa, Nadine et pour lui-même. L'homme qui était entré dans cet appartement n'était pas le même que celui qui en sortirait. Henri Dubois avait redécouvert une partie de lui-même qui était longtemps restée en sommeil, et avec cette redécouverte vint une promesse silencieuse. Il ferait une différence, un acte de gentillesse à la fois. Henri était assis dans son bureau au manoir Dubois, la lettre de Sophie ouverte devant lui. Les heures qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté l'appartement des jumeaux étaient un flou. Son esprit était rempli d'images, le petit appartement, le visage las de Nadine, les yeux pleins d'espoir des jumeaux, et maintenant les mots de Sophie qui attendaient d'être vraiment absorbés. Avec un profond soupir, Henri commença à relire la lettre, cette fois plus lentement, laissant chaque mot s'imprégner dans son cœur. « Mon cher Henri, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as enfin trouvé ton chemin vers le cœur du travail qui est devenu si important pour moi ces dernières années. Cela signifie aussi que je ne suis plus là pour partager ce voyage avec toi, personnellement. Et pour cela, mon amour, je te demande pardon. Il y a tant de choses que je voulais te dire, tant de fois où j'ai été sur le point de tout révéler. Mais j'ai toujours hésité, craignant que tu ne comprennes pas, que tu ne vois que des chiffres sur une feuille de calcul, pas les visages et les vies qui sont devenues si précieuses pour moi. Tout a commencé il y a 5 ans, quand j'ai visité le Centre social de l'espoir pour la première fois. J'y suis allé pour un simple don de vêtements, mais ce que j'ai trouvé a changé ma vie pour toujours. J'ai vu des familles luttant contre des obstacles impossibles, des enfants brillants dont le potentiel était étouffé par la pauvreté, des personnes âgées, oubliées par la société, qu'elles ont aidé à construire.
Parmi eux, j'ai rencontré Lucas et Léa, 2 enfants extraordinaires. Henri, si intelligents, si pleins de vie malgré leurs circonstances. Ils me rappelaient, nous, quand nous étions jeunes, pleins de rêves et de détermination. Je ne pouvais pas les ignorer, je ne pouvais pas leur tourner le dos. Au début, c'était de petites choses, de la nourriture, des vêtements, de l'aide pour le loyer de Nadine. Mais bientôt, j'ai réalisé que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était d'espoir, de quelqu'un qui croyait en eux, qui les voyait non pas comme des cas de charité, mais comme des êtres humains au potentiel illimité. Je sais que tu dois te demander pourquoi j'ai gardé tout cela secret. La vérité, mon amour, c'est que j'avais peur. Peur de ta réaction, peur que tu ne comprennes pas. Je me souviens de toutes les fois où tu as parlé de cause perdue et de gaspillage de ressources. Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur, parce que je savais que les vies que je touchais étaient loin d'être perdues. Mais plus que la peur, j'avais de l'espoir. L'espoir qu'un jour, tu verrais le monde comme j'en suis venu à le voir. L'espoir que tu redécouvrirais cette partie de toi-même que je sais exister, cette partie qui se soucie profondément, qui veut faire une différence. Henri, mon amour, je te demande de regarder Lucas et Léa, non pas comme un projet de charité, mais comme une extension de notre famille. Ils ont tant de potentiel, tant de lumière en eux. Lucas a un don pour les chiffres, qui rivalise avec le tien. Et Léa, elle a un cœur si grand, si plein de compassion. Ils ont besoin de conseils, d'opportunités, et toi, mon cher, tu as besoin d'eux plus que tu ne l'imagines. Nadine se bat, luttant contre une condition qui est traitable mais coûteuse. J'avais des projets pour l'aider davantage, pour m'assurer qu'elle reçoive le traitement dont elle avait besoin. Maintenant, je laisse cette tâche entre tes mains compétentes. Je ne te demande pas d'abandonner tout ce que tu as construit. Ton talent pour les affaires est un don, Henri. Mais imagine le bien que tu peux faire si tu appliques ce talent, non seulement pour augmenter notre fortune, mais pour élever ceux qui sont laissés pour compte. Le Centre social de l'espoir n'est que le début. Il y a tant de projets, tant d'idées que je voulais mettre en œuvre. Tu trouveras mes plans et mes notes dans le dossier bleu de mon bureau. Utilise-les, développe-les, fais-en les tiens. Souviens-toi, Henri, le véritable héritage que nous laissons ne se mesure pas en euros ou en bâtiments à notre nom. Il se mesure dans les vies que nous touchons, la différence que nous faisons dans le monde. Je sais que tu as un cœur immense, même si parfois tu l'oublies. J'ai vu ta compassion, ta capacité à aimer profondément. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, pourquoi j'ai choisi de passer ma vie à tes côtés. Je te fais confiance pour continuer le travail que j'ai commencé, non par obligation ou culpabilité, mais parce que je sais qu'au fond, c'est ce que tu désires aussi. Vois cela non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de redécouvrir la meilleure partie de toi-même. Lucas, Léa, Nadine et toutes les autres vies que j'ai touchées, ils ne sont pas seulement des bénéficiaires de la charité, ils sont notre avenir, notre espoir pour un monde meilleur. Guide-les, mène-les, laisse-les te guider vers la personne que je sais que tu peux être. Et Henri, mon amour, permets-toi d'être transformé par ce voyage. Ouvre ton cœur non seulement pour donner, mais pour recevoir. L'amour, la gratitude, la joie que j'ai trouvée dans ce travail, c'est un trésor que je veux partager avec toi, même si je ne suis plus là pour le faire en personne. Tu as toujours été mon roc, ma force. Maintenant, je te demande d'être cela pour les autres. Sois l'homme que je sais que tu es, compatissant, généreux, capable de changer le monde. Je te fais confiance, Henri. Je fais confiance à ton cœur, à ta capacité à aimer et à faire une différence. Avec tout mon amour, maintenant et toujours, Sophie. Henri baissa la lettre, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Chaque mot de Sophie était comme un baume et une révélation à la fois. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas vu le travail incroyable que sa femme faisait, la passion qui animait son âme? Regardant par la fenêtre le jardin immaculé du manoir, Henri se demanda combien de repas pourraient être fournis, combien de vies pourraient être changées avec le coût de l'entretien de ce jardin parfait. Se retournant vers son bureau, Henri prit son téléphone avec une détermination renouvelée. Il composa un numéro. « Chantal ? C'est Henri Dubois. J'ai besoin de votre aide.
Je veux en savoir plus sur les projets de Sophie, sur la façon dont je peux les continuer et les développer. » En parlant, Henri sentit quelque chose s'agiter en lui, un but, une passion qui était restée en sommeil pendant des années. Sophie avait laissé plus qu'une lettre, elle avait laissé un appel, un défi à être une meilleure personne, à rendre le monde meilleur. Et Henri Dubois était prêt à accepter ce défi. Pas seulement pour Sophie, mais pour lui-même et pour toutes les vies qu'il savait maintenant pouvoir toucher. Dans les jours qui suivirent la lecture de la lettre de Sophie, Henri Dubois se retrouva sur des montagnes russes émotionnelles. Le manoir, autrefois symbole de son succès, semblait maintenant vide et froid. Chaque pièce, chaque objet luxueux était un rappel douloureux de combien il s'était éloigné, non seulement de Sophie, mais de ses propres valeurs. Un matin, Henri se retrouva debout devant le portrait de Sophie dans le hall principal. Ses yeux, peints à la perfection, semblaient le suivre, remplis d'un mélange d'amour et de déception. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» murmura-t-il pour lui-même, la culpabilité pesant lourdement sur sa poitrine comme une encre. Des flashbacks inondèrent son esprit, Sophie essayant de parler de son bénévolat pendant le dîner, seulement pour être interrompue par un appel professionnel, elle suggérant qu'il fasse un don à une œuvre de charité locale et lui rejetant l'idée comme inefficace. Les nuits où elle sortait en disant qu'elle rencontrait des amis alors qu'en réalité elle était au centre social. La prise de conscience de tout ce qu'il avait perdu, de toutes les occasions de connexion et de compréhension qu'il avait gaspillées, était accablante. Henri se dirigea vers son bureau, une pièce qui avait autrefois été son refuge. Maintenant, en regardant les récompenses et les reconnaissances qui ornaient les murs, il se demanda quelle était leur vraie valeur. Prenant son téléphone, il composa un numéro familier. « Chantal, c'est Henri. Avez-vous un moment pour parler ?» Des heures plus tard, Henri se retrouva assis en face de Chantal dans un petit café à côté du centre social de l'Espoir. Le contraste entre cet environnement simple et accueillant et les restaurants luxueux qu'il fréquentait habituellement ne passa pas inaperçu. « Monsieur Dubois, » commença Chantal, sa voix douce mais ferme. « Comment puis-je vous aider ?» Henri remua son café, cherchant les mots justes. « Chantal, je lutte. Plus je découvre le travail de Sophie, plus je réalise à quel point j'étais déconnecté. Non seulement d'elle, mais de tout ce qui compte vraiment. » Chantal hocha la tête avec compréhension. « Il est naturel de se sentir ainsi, monsieur Dubois. Sophie était une femme extraordinaire, avec une capacité incroyable à voir le meilleur chez les gens et dans les situations. Mais comment pouvait-elle voir le meilleur en moi ?» explosa Henri, surpris par sa propre vulnérabilité. « J'étais si concentré sur moi-même, si obsédé par le succès et le statut. Comment pouvait-elle aimer quelqu'un comme ça ?» Chantal sourit doucement. « Monsieur Dubois, Sophie n'aimait pas une version imaginaire de vous. Elle vous aimait avec toutes vos complexités et contradictions. Elle voyait en vous non seulement qui vous étiez, mais qui vous pouviez être. » Ces mots frappèrent profondément Henri. Il se souvint des moments où Sophie le regardait avec une intensité presque troublante, comme si elle voyait quelque chose que lui-même ne pouvait pas voir. « Mais je l'ai déçue, Chantal, » dit Henri, sa voix presque un murmure. « J'étais si occupé à construire un empire que je n'ai pas vu le travail incroyable qu'elle faisait juste sous mon nez. » Chantal tendit la main, touchant doucement le bras d'Henri. « Monsieur Dubois, Sophie n'a jamais vu cela comme un échec. Elle l'a vu comme un voyage. Elle croyait qu'un jour, vous retrouveriez votre chemin vers ce qui compte vraiment. » Henri réfléchit à ces mots. « Mais comment puis-je corriger cela maintenant ? Comment puis-je honorer son héritage alors que j'ai l'impression de l'avoir à peine connu ?» Chantal soupira, posant sa tasse, en la connaissant maintenant. À travers les vies qu'elle a touchées, à travers le travail qu'elle a commencé. Sophie vous a laissé une carte, monsieur Dubois. Pas une carte de culpabilité ou de regret, mais de rédemption et de but. Alors que Chantal parlait, Henri sentit quelque chose changer en lui. La culpabilité qui l'écrasait commença à céder la place à quelque chose de différent. La détermination. « Chantal, » dit-il, sa voix gagnant en force, « je veux tout comprendre. Chaque projet, chaque personne que Sophie a aidée.
Je veux savoir comment je peux continuer son travail, non pas comme une obligation, mais comme une mission. » Le sourire de Chantal s'élargit. Ça, monsieur Dubois, c'est exactement ce que Sophie a toujours espéré entendre. Dans les minutes qui suivirent, Chantal partagea des histoires sur Sophie, son dévouement inébranlable, sa capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes, sa joie sincère à aider les autres. En écoutant, Henri avait l'impression de faire à nouveau connaissance avec sa femme, de la voir à travers de nouveaux yeux. Chaque histoire était une révélation, montrant une facette de Sophie qu'il n'avait qu'entr'aperçue, mais jamais vraiment comprise. Quand ils se séparèrent enfin, Henri se sentit différent. La culpabilité était toujours là, mais maintenant, elle était accompagnée de quelque chose de plus, l'espoir. En retournant à sa voiture, Henri s'arrêta pour observer le centre social de l'Espoir. Il vit des enfants entrer pour les cours de soutien scolaire, des personnes âgées se rassembler pour un programme de socialisation, de jeunes mères assister à un atelier de compétences professionnelles. À ce moment-là, Henri Dubois prit une décision. Il ne se contenterait pas de continuer le travail de Sophie, il l'étendrait, utilisant ses ressources et ses relations pour faire une différence encore plus grande. « Je comprends maintenant, Sophie, » murmura-t-il pour lui-même. « Et je te promets que je ne te décevrai pas. » Avec un nouveau sens du but, Henri monta dans sa voiture. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas aux affaires ou aux profits. Il pensait aux possibilités, aux vies qui pouvaient être changées, à un héritage qui valait la peine d'être construit. Henri Dubois ajusta ses lunettes, se penchant sur la pile de documents étalés sur son bureau au centre social de l'Espoir. Au cours des dernières semaines, il avait pratiquement emménagé dans le petit bureau qui appartenait autrefois à Sophie, déterminé à démêler chaque aspect du travail de sa défunte femme. En parcourant les rapports financiers et les propositions de projets, Henri était continuellement étonné par la profondeur et l'étendue de l'implication de Sophie. Ce n'était pas de la charité occasionnelle, c'était un engagement à part entière, une vision pour transformer des vies. « Monsieur Dubois ?» La voix de Chantal le tira de ses pensées. « J'ai trouvé d'autres dossiers qui pourraient vous intéresser. » Henri accepta les dossiers avec un sourire reconnaissant. « Merci, Chantal. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre aide. » En ouvrant le premier dossier, Henri se figea. C'était une proposition détaillée pour un complexe de logements à bas prix, avec un centre de formation professionnelle, une garderie et une clinique médicale. Les notes dans la marge, de l'écriture familière de Sophie, révélaient un rêve de créer une communauté autonome pour les familles vulnérables. « Mon Dieu !» murmura Henri, passant ses doigts sur les croquis méticuleux. Elle a pensé à tout. Chantal, observant sa réaction, commenta doucement. C'était le projet de rêve de Sophie. Elle y a travaillé pendant des mois, peaufinant chaque détail. Henri regarda Chantal, une question silencieuse dans les yeux. « Elle n'a jamais pu le mettre en œuvre, » expliqua Chantal. « Le coût ? Eh bien, il était substantiel. Sophie essayait de trouver un moyen de le rendre viable sans compromettre la vision. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et Lucas et Léa entrèrent, leurs visages s'illuminant à la vue d'Henri. « Monsieur Dubois !» s'exclama Léa. « Nous sommes venus aider, comme vous l'avez demandé. » Henri sourit, sincèrement heureux de voir les jumeaux. Au cours des dernières semaines, ils étaient devenus une présence constante dans sa vie, l'aidant à naviguer dans l'héritage de Sophie. « Parfait timing, les enfants !» dit Henri en leur montrant les plans. « Avez-vous déjà entendu parler de la résidence Phénix ?» Les yeux de Lucas s'écarquillèrent à la vue des dessins. « La résidence Phénix ?» Madame Sophie nous a montré ça une fois. Elle a dit que ce serait un endroit où les familles comme la nôtre pourraient vraiment prendre un nouveau départ. Léa hocha la tête avec enthousiasme. Elle a parlé de la façon dont il y aurait des cours pour que les adultes apprennent de nouvelles compétences et un endroit sûr pour que les enfants jouent après l'école. En entendant l'excitation dans les voix des jumeaux, Henri sentit une pointe de regret. Combien de fois Sophie avait-elle essayé de partager cette passion avec lui pour être ignorée? « Pouvez-vous m'en dire plus ?» demanda Henri, tirant des chaises pour les jumeaux. À propos de ce projet, à propos de la façon dont Sophie vous a aidé, vous et d'autres familles.
Pendant les minutes qui suivirent, Lucas et Léa partagèrent des histoires qui serrèrent le cœur d'Henri. Sophie ne se contentait pas de fournir une aide matérielle, elle investissait du temps et de l'amour. Elle donnait des cours de soutien aux enfants après l'école, organisait des salons de l'emploi pour les parents sans emploi et accompagnait même les personnes âgées à leur rendez-vous chez le médecin. Une fois, dit Léa, ses yeux brillants au souvenir, Madame Sophie a découvert que notre voisin, Monsieur Johnson, ne pouvait pas se payer ses médicaments pour le cœur. Le lendemain, elle est arrivée avec un sac plein de médicaments et de nourriture. Lucas ajouta « Et tu te souviens quand la fille de Madame Ramirez avait besoin d'une opération ? Madame Sophie a non seulement aidé à la payer, mais elle était restée à l'hôpital avec elle pendant toute la convalescence. » Chaque histoire était une révélation, montrant une facette de Sophie qu'Henri connaissait à peine, mais aimait profondément. Alors que les jumeaux parlaient, Henri reporta son attention sur les documents financiers. Quelque chose ne collait pas. Les montants donnés au centre et les dépenses pour les projets dépassaient de loin les contributions officielles enregistrées. Avec un malaise croissant, Henri commença à croiser les dates et les montants. La vérité le frappa comme un coup de poing. Sophie avait utilisé de grosses sommes de sa fortune personnelle pour financer ses projets, bien au-delà des dons convenus pour la charité. « Chantal » appela Henri, sa voix tremblante. « Saviez-vous cela? Saviez-vous combien Sophie investissait personnellement ?» Chantal hésita avant de répondre. « Elle m'a fait promettre de garder le secret, monsieur Dubois. »« Sophie, elle ne voulait pas que vous vous inquiétiez ou que vous essayiez de l'arrêter. » Henri ferma les yeux, sentant une vague d'émotion. Admiration pour la générosité de Sophie, culpabilité de ne pas l'avoir remarqué, peur de ce que cela signifiait. « Monsieur Dubois » La voix de Léa le ramena au présent. « Êtes-vous en colère contre Madame Sophie ?» Henri regarda les visages inquiets des jumeaux et Chantal, qui le regardaient avec appréhension. À ce moment, il prit une décision. « Non, Léa, » répondit-il doucement. « Je ne suis pas en colère. Je suis inspiré. » Se levant, Henri se dirigea vers la fenêtre, regardant l'effervescence de l'activité. Il vit des familles recevoir des paniers de nourriture, des enfants rire dans un cours d'art, un groupe d'adultes quittant un atelier de compétences professionnelles. Se retournant vers Chantal et les jumeaux, Henri parla avec une détermination renouvelée. La résidence Phoenix. Nous allons la réaliser. Pas seulement comme Sophie l'avait prévu, mais en plus grand, en mieux. Nous allons en faire son héritage. Les yeux de Chantal s'emplirent de larmes, tandis que Lucas et Léa échangèrent des regards excités. « Mais, monsieur Dubois, » commença Chantal, « le coût ?» Henri leva une main, l'interrompant doucement. « L'argent n'est pas un problème, Chantal. Sophie avait raison d'utiliser notre fortune pour cela. Il est temps que je fasse ma part. » Dans ce petit bureau rempli de rêves et de plans, Henri Dubois sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il était sur la bonne voie. Les découvertes de la journée ne concernaient pas seulement des projets et des finances, elles concernaient la compréhension véritable du cœur de Sophie et, dans le processus, la redécouverte du sien. Avec les jumeaux rayonnant d'excitation et Chantal souriant à travers ses larmes, Henri commença à esquisser les prochaines étapes. L'héritage de Sophie ne se contenterait pas de continuer, il s'épanouirait, touchant plus de vie qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et pour Henri, ce n'était que le début de son propre voyage de rédemption et de but. Henri Dubois ajusta sa cravate, faisant face à son reflet dans le miroir de l'ascenseur. L'homme qui le regardait semblait différent. Ses yeux brillaient d'une détermination qui avait été absente depuis trop longtemps. Aujourd'hui était un jour décisif. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la salle du conseil de Dubois Enterprise. Autour de la table, en acajou poli, ses principaux conseillers financiers et cadres attendaient, leurs expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. « Messieurs, » commença Henri, sa voix ferme, « merci de votre présence à cette réunion d'urgence. Nous sommes ici pour discuter d'un changement significatif dans la direction de notre entreprise et dans l'allocation de nos ressources. » Il marqua une pause, observant les réactions. Certains échangèrent des regards nerveux, d'autres se penchèrent en avant, intrigués. Comme vous le savez, ma défunte épouse, Sophie, était impliquée dans des œuvres philanthropiques avant son décès. Ce que vous ne savez pas, c'est l'étendue et l'impact de ce travail.
Henri détailla alors ses découvertes des dernières semaines, l'implication profonde de Sophie dans le Centre social de l'Espoir, les projets qu'elle avait initiés, les vies qu'elle avait touchées. Finalement, il en vint au point crucial. Il est de mon intention non seulement de continuer le travail de Sophie, mais de l'étendre de manière significative, en commençant par la résidence Phoenix, un complexe de logement et un centre de formation pour les familles vulnérables. Le silence qui suivit fut rompu par M. le maire, le directeur financier, qui se racla la gorge nerveusement. « Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, les coûts d'un tel projet seraient substantiels. »« J'en suis bien conscient, » l'interrompit Henri. « Mais c'est un investissement que je suis prêt à faire, à la fois personnellement et par l'intermédiaire de l'entreprise. » La salle éclata en protestations et questions. Henri les laissa parler, observant calmement. Quand le tumulte se calma, il reprit la parole. « Messieurs, je comprends vos préoccupations, mais je vous demande de considérer cela non seulement comme de la charité, mais comme une opportunité. Une opportunité de redéfinir l'héritage de Dubois Enterprise, de faire une réelle différence dans le monde. » Pendant les minutes qui suivirent, Henri présenta un plan détaillé. Comment le projet pourrait être structuré, les avantages potentiels, l'impact sur l'image de l'entreprise. Progressivement, il vit la résistance sur certains visages commencer à s'estomper. « Je ne demande pas une décision immédiate, » conclut Henri. « Mais je vous informe que c'est la nouvelle direction de l'entreprise. Ceux qui souhaitent faire partie de ce nouveau voyage sont les bienvenus. Pour les autres, eh bien, je comprends si vous choisissez de poursuivre d'autres chemins. » En quittant la salle du conseil, Henri sentit le poids de sa décision, mais aussi une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Son téléphone sonna. C'était Chantal. « Monsieur Dubois, Nadine, la mère des jumeaux, a fait une rechute. Ils sont à l'hôpital maintenant. » Sans hésiter, Henri changea d'itinéraire. « J'arrive, Chantal. » À l'hôpital, Henri trouva Lucas et Léa dans le couloir, leurs petits visages marqués par l'inquiétude. « Monsieur Dubois !» s'exclama Léa en courant pour le serrer dans ses bras. Lucas, toujours plus réservé, resta en retrait, mais le soulagement dans ses yeux était évident. « Comment va-t-elle » demanda Henri doucement. « Les médecins sont avec elle maintenant, » répondit Lucas. « Ils ont dit qu'ils devaient nous faire plus de tests. » Henri hocha la tête, posant une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Ne vous inquiétez pas, nous veillerons à ce que votre mère reçoive le meilleur traitement possible. » Dans les heures qui suivirent, Henri se retrouva à naviguer dans un monde entièrement nouveau pour lui. Il parla avec les médecins, s'assurant que Nadine reçoive des soins prioritaires. Il organisa des repas pour les jumeaux, veillant à ce qu'ils aient un endroit confortable pour attendre, et aida même Lucas avec ses devoirs pendant qu'ils attendaient des nouvelles. Quand le médecin sortit enfin pour leur parler, Henri était aux côtés des jumeaux, une présence stable et rassurante. « Madame ?»« Nadine. »« Ira bien, » assura le médecin, « mais elle aura besoin d'un traitement continu et de soins spéciaux pendant un certain temps. » Avant que Lucas ou Léa ne puissent s'inquiéter des coups, Henri intervint. « Ne vous inquiétez pas de tout ça. Je m'occupe de tout. » Les yeux des jumeaux s'emplirent de larmes de gratitude, et Henri sentit quelque chose s'agiter en lui, un mélange d'émotion et de but qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Plus tard, assis au chevet de Nadine, Henri réfléchit aux événements de la journée. La résistance de ses cadres semblait insignifiante par rapport au sourire plein d'espoir de Lucas et Léa. Les préoccupations concernant les profits et les actions pâlissaient en comparaison des luttes réelles de famille comme celle de Nadine. Nadine ouvrit lentement les yeux, se concentrant sur Henri. « Monsieur Dubois, » murmura-t-elle, sa voix faible mais remplie de gratitude. « Les jumeaux m'ont dit ce que vous avez fait. Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Henri secoua doucement la tête, tenant la main de Nadine. « Pas besoin de remerciements. Je ne fais que continuer le travail que Sophie a commencé. » À ce moment, en regardant le visage fatigué mais plein d'espoir de Nadine, les jumeaux dormant paisiblement sur le canapé, Henri sentit une certitude qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il était exactement là où il devait être, faisant exactement ce qu'il devait faire. Le chemin à parcourir serait difficile, il le savait. Il y aurait de la résistance, des obstacles et des moments de doute. Mais pour la première fois depuis longtemps,
Henri Dubois se sentait vraiment vivant, vraiment utile. Sophie avait laissé plus qu'un héritage de charité. Elle avait laissé un appel à une vie de sens et d'impact. Et Henri était déterminé à honorer cet appel. Un jour à la fois, une vie à la fois. Alors que la nuit tombait sur la ville, Henri fit une promesse silencieuse à Sophie, aux jumeaux, à Nadine et à lui-même. Il ne se contenterait pas de continuer le travail de Sophie, il l'élèverait à des sommets qu'elle n'avait fait que rêver. Et ce faisant, peut-être pourrait-il devenir l'homme que Sophie avait toujours su qu'il pouvait être. La veille de Noël se leva avec un doux soleil d'hiver, jetant une lumière pâle sur la ville enneigée. Henri Dubois se tenait à l'entrée du chantier de la résidence Phénix. Le contraste entre le terrain autrefois abandonné et l'activité désormais trépidante était frappant et satisfaisant. « Bonjour, monsieur Dubois », lança le contremaître en s'approchant avec des plans à la main. « Nous avons quelques mises à jour à examiner. » Henri sourit, sentant une vague de satisfaction. Au cours des derniers mois, la Fondation Sophie Dubois était passée du papier à une force de changement dans la communauté. La résidence Phénix n'était que le début. En se promenant sur le site, Henri réfléchit au voyage qu'il avait mené ici. La résistance initiale de ses cadres avait cédé la place à un soutien prudent, à mesure que les avantages pour l'image de l'entreprise et les incitations fiscales potentielles devenaient évidents. Pourtant, équilibrer les exigences de ses affaires traditionnelles avec sa nouvelle mission philanthropique était un défi constant. Son téléphone sonna. C'était son assistante, Sophie. « Monsieur Dubois, n'oubliez pas la réunion du conseil dans 1 heure. » Henri soupira. « Merci, Sophie. Je serai là. » En retournant au centre-ville, Henri sentit le poids de ses doubles rôles. Chez Dubois Enterprise, il était toujours le PDG impitoyable, concluant des marchés et maximisant les profits. Mais chaque décision était désormais filtrée à travers une nouvelle lentille. Comment cela affecterait-il la fondation ? Comment pourrait-il utiliser les ressources de l'entreprise pour amplifier son impact social ? Dans la salle du conseil, Henri présenta les derniers chiffres, son esprit déjà tourné vers sa prochaine réunion avec Chantal. Alors qu'il concluait la présentation, son téléphone vibra avec un message de Chantal. « Nouvelles urgentes concernant le quartier. Besoin de vous parler. » Intrigué et préoccupé, Henri hâta la fin de la réunion. Dès que possible, il se dirigea vers le centre social de l'Espoir. Chantal l'accueillit avec une expression grave. « Monsieur Dubois, nous avons un problème. » Elle lui tendit un jeu de documents. Henri les parcourut, son visage pâlissant à mesure qu'il absorbait l'information. « Un projet de développement immobilier de luxe, » murmura-t-il, incrédule. « Ici ?» Chantal hocha la tête tristement. Apparemment, nos efforts de revitalisation ont attiré une attention indésirable. Un grand promoteur prévoit d'acheter plusieurs pâtés de maison, y compris là où vivent actuellement beaucoup de nos familles. Henri sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La résidence Phénix et d'autres efforts avaient commencé à transformer le quartier, apportant espoir et stabilité. Maintenant, cette même amélioration menaçait de déplacer les personnes qu'ils essayaient d'aider. « Combien de temps avons-nous » demanda Henri, son esprit déjà en ébullition avec des solutions possibles. « Les négociations ont déjà commencé avec certains propriétaires, » répondit Chantal, « mais le plan complet n'a pas encore été rendu public. » Henri se leva, arpentant la pièce. L'homme d'affaires en lui reconnaissait la logique froide derrière le développement de luxe. Le quartier prenait de la valeur, c'était un investissement intelligent. Mais le philanthrope qu'il était devenu au cours des derniers mois se rebellait contre l'idée. « Nous devons faire quelque chose, » déclara-t-il. « Nous ne pouvons pas laisser ces familles être chassées. » À ce moment, Lucas et Léa entrèrent dans la pièce, leur visage s'illuminant à la vue d'Henri. « Monsieur Dubois » s'exclama Léa, « nous sommes venus vous montrer nos notes. Maman a dit que nous devions vous remercier de nous permettre de nous concentrer sur l'école. » La vue des jumeaux renforça la résolution d'Henri. Il ne pouvait pas les laisser tomber, pas après tout ce qu'ils avaient traversé. « Chantal, » dit Henri, sa voix ferme avec une détermination renouvelée, « j'ai besoin que vous rassembliez toutes les informations que vous pouvez sur ce projet de développement. Propriétaires impliqués,
Plan proposé. Tout. Se tournant vers les jumeaux, il sourit. « Et vous deux, que diriez-vous de me faire visiter le quartier ? Je veux voir tous les endroits importants à travers vos yeux. » Dans les heures qui suivirent, Henri se promena dans les rues du quartier, le voyant à travers les yeux de Lucas et Léa. Le petit parc où les enfants jouaient après l'école, l'épicerie du coin où tout le monde se rassemblait pour les dernières nouvelles, la bibliothèque communautaire que la Fondation avait aidé à rénover. Chaque coin, chaque établissement avait une histoire, une signification qui allait au-delà des valeurs immobilières. Henri commença à comprendre vraiment ce qui était en jeu. De retour dans son bureau chez Dubois Enterprise, Henri se retrouva à la croisée des chemins. En tant que PDG, il comprenait la logique du développement. En tant que philanthrope et gardien de l'héritage de Sophie, il ne pouvait pas permettre que la communauté soit détruite. Regardant l'horizon de la ville, Henri eut une épiphanie. Peut-être que la solution n'était pas de choisir entre le développement économique et la préservation de la communauté. Peut-être y avait-il un moyen de réaliser les deux. Avec une énergie renouvelée, Henri commença à esquisser un plan. Il utiliserait les ressources et les relations de Dubois Enterprise pour créer une proposition de développement alternative. Un projet qui incluait des logements abordables, des espaces commerciaux pour les entreprises locales et des installations communautaires. Ce ne serait pas facile. Il ferait face à de la résistance de toutes parts, des promoteurs qui voulaient un profit maximum, de certains membres de la communauté qui craignaient tout changement, et même de ses propres cadres qui pourraient voir cela comme une déviation risquée. Mais alors qu'il travaillait tard dans la nuit, affinant sa vision, Henri sentit une certitude croissante. C'était le prochain chapitre de l'héritage de Sophie. Non seulement préserver ce qui existait, mais créer quelque chose de nouveau et de meilleur. Un modèle de développement qui pourrait être reproduit dans d'autres communautés. Quand le soleil se leva, illuminant les premières ébauches de son plan ambitieux, Henri sut qu'il était sur la bonne voie. Le défi à venir était immense, mais pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il se battait pour quelque chose de plus grand que lui-même. Avec détermination, Henri prit le téléphone. Il était temps de rassembler son équipe, de commencer la bataille pour sauver non seulement un quartier, mais pour redéfinir ce à quoi ressemblait un développement urbain responsable. La salle communale était bondée, l'air vibrant d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Henri Dubois se tenait sur la petite estrade improvisée, regardant les visages tournés vers lui. Certains pleins d'espoir, d'autres sceptiques, tous concernés. Il prit une profonde inspiration, se rappelant pourquoi il était là. « Bonsoir à tous », commença Henri, sa voix stable. « Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de notre communauté. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a des plans pour un développement immobilier majeur dans ce quartier. » Un murmure d'inquiétude parcourut la foule. Henri leva la main, demandant le silence. « Mais je suis ici pour vous dire que nous avons le choix. Nous pouvons laisser les autres décider de notre sort, ou nous pouvons nous battre pour une vision qui préserve le cœur de cette communauté tout en embrassant le progrès. » Dans les jours qui suivirent cette première réunion, Henri se jeta dans la bataille pour sauver le quartier. Il mobilisa une équipe d'avocats, d'urbanistes et de militants communautaires. Ses relations d'affaires, autrefois utilisées pour conclure des marchés lucratifs, étaient maintenant dirigées vers une cause plus grande. Un après-midi, en examinant des stratégies avec son équipe, Henri reçut un visiteur inattendu. C'était Gérard, un ancien associé commercial, et maintenant le principal investisseur dans le projet de gentrification. « Henri, mon vieil ami !» sourit Gérard, mais ses yeux étaient froids. « J'entends dire que tu causes des problèmes à notre développement. » Henri se leva, rencontrant le regard de Gérard. « Pas des problèmes, Gérard, je fais juste ce qui est juste. » « Ce qui est juste ?» Gérard rit sans humour. « Depuis quand empêcher le progrès est-il la bonne chose à faire ? Pense aux emplois que nous créons, aux coups de fouet économiques pour la ville. Au prix de déplacer des familles entières, de détruire une communauté, » rétorqua Henri. « Il y a une meilleure façon de faire ça, Gérard. Une façon qui profite à tout le monde, pas seulement aux investisseurs. » La conversation s'éternisa, tendue et chargée. Quand Gérard partit enfin, sa menace voilée flotta dans l'air. « Fais attention, Henri. Tu joues avec des forces qui t'écraseront, toi
et tout ce que tu as construit. Mais Henri n'était pas découragé. Au contraire, la menace ne fit qu'alimenter sa détermination. Dans les semaines qui suivirent, Henri travailla sans relâche. Il organisa d'autres réunions communautaires, écouta les préoccupations et intégra les idées des résidents. Lucas et Léa, ainsi que d'autres familles, devinrent le visage public de la campagne, partageant leurs histoires avec les médias et lors d'audiences publiques. « Monsieur Dubois ne nous a pas seulement aidés », déclara Léa dans une interview émouvante. Il nous a montré comment nous battre pour nous-mêmes, comment croire que nous méritons un avenir meilleur. La pression, cependant, était intense. D'anciens alliés du monde des affaires commencèrent à prendre leur distance avec Henri. Certains membres du conseil d'administration de Dubois Enterprise exprimèrent leurs inquiétudes quant à l'impact sur leurs affaires. Un soir, épuisé après une autre journée de batailles juridiques et de négociations, Henri se retrouva seul dans son bureau, regardant le portrait de Sophie. « Est-ce que je fais ce qu'il faut ?» murmura-t-il. « Mais à quel prix ?» C'est à ce moment de doute que Chantal entra, portant une pile de lettres. « Monsieur Dubois, j'ai pensé que vous aimeriez voir ça, » dit-elle en lui tendant les enveloppes. « Elles viennent des familles de la communauté. Elles ont écrit pour exprimer leur soutien et leur gratitude. » Henri ouvrit lettre après lettre, lisant des mots d'espoir, de gratitude et de croyance en l'avenir pour lequel il se battait. Les larmes aux yeux, Henri regarda Chantal. « Merci, j'en avais besoin. » Revigoré, Henri retourna au combat avec une vigueur redoublée. Il affina son plan de développement alternatif, incorporant les idées de la communauté et consultant des experts en développement urbain durable. La nouvelle proposition qu'il présenta était révolutionnaire. Un développement à usage mixte qui incluait des logements abordables, des espaces commerciaux pour les entreprises locales, des espaces verts et un centre communautaire agrandi. Plus important encore, le plan garantissait qu'aucun résident actuel ne serait déplacé. Il ne s'agit pas seulement de préserver ce que nous avons, expliqua Henri lors d'une présentation cruciale au conseil municipal. Il s'agit de créer un modèle de croissance qui profite à tous, résidents, entreprises et la ville dans son ensemble. La bataille atteignit son paroxysme lors d'une audience publique tendue. D'un côté, les puissants investisseurs derrière le développement original. De l'autre, Henri et la communauté unie. Quand vint son tour de parler, Henri se leva, sentant le poids de toutes les vies qui seraient affectées par cette décision. « Mesdames et messieurs du Conseil, » commença-t-il, « nous sommes à la croisée des chemins qui définira non seulement l'avenir de ce quartier, mais le caractère de notre ville. Nous pouvons choisir la voie facile des profits rapides, ou nous pouvons prendre le chemin plus difficile, mais infiniment plus gratifiant de la croissance inclusive. » Il continua, présentant sa vision avec passion et clarté. Quand il conclut, Henri regarda directement les membres du Conseil. Ce n'est pas seulement un plan de développement, c'est une déclaration de valeur. C'est dire que nous croyons en une ville qui grandit non pas aux dépens de ses citoyens, mais avec eux. Le silence qui suivit fut rompu par une vague d'applaudissements de la galerie où les membres de la communauté étaient rassemblés. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de délibérations et de négociations en coulisses. Quand le Conseil annonça enfin sa décision, la salle éclata en acclamations et en larmes de soulagement. Le plan d'Henri avait été approuvé, avec quelques modifications mineures. Alors que la foule célébrait autour de lui, Henri se retrouva entouré de Lucas, Léa et de leur famille. « Vous l'avez fait, monsieur Dubois ?» s'exclama Lucas, ses yeux brillants d'admiration. Léa le serra fort dans ses bras. Madame Sophie serait si fière. Henri sentit une vague d'émotion le frapper. Il regarda autour de lui les visages joyeux et pleins d'espoir et sut qu'il avait fait le bon choix. Il ne s'agissait pas seulement de sauver un quartier, il s'agissait de redéfinir ce à quoi ressemblait un leadership d'entreprise réussi au XXIe siècle. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Henri réfléchit au voyage qu'il avait mené à ce point. L'homme qui s'était autrefois concentré uniquement sur les profits et le pouvoir était devenu un champion de la communauté et de la compassion. Le manoir, autrefois symbole de sa solitude et de son ambition, pulsait maintenant des souvenirs de la célébration et de la promesse de bien d'autres à venir.
La ville devant lui n'était plus seulement un champ de bataille pour les conquêtes commerciales, mais une tapisserie de vies interconnectées, chacune ayant le potentiel de briller. Henri sourit, sentant la chaleur du soleil couchant sur son visage. Le vrai miracle de Noël, réalisa-t-il, n'était pas seulement la transformation d'un quartier ou même de sa propre vie. C'était la révélation que chaque personne a le pouvoir de faire une différence, que chaque acte de gentillesse peut déclencher des ondes de changement qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Avec un dernier regard sur l'horizon plein d'espoir, Henri se retourna pour rentrer. Il y avait du travail à faire, des vies à toucher, un héritage d'amour et de compassion à honorer et à étendre. Et pour la première fois depuis longtemps, Henri Dubois était vraiment impatient de l'avenir, prêt à affronter chaque nouveau jour avec courage, compassion et la certitude qu'ensemble, nous pouvons créer un monde meilleur, un acte de gentillesse à la fois.